merci pour votre présence, merci pour l'introduction Françoise, Nadir, merci Cécile pour l'invitation et merci Laurence aussi pour le marrainage. Je me souviens Cécile, quand il a été question de l'université ouverte, tu étais venue me voir et tu m'as dit oui Pierre-Niel, ce serait bien que vous fassiez une conférence sur la sécurité, mais pas trop quand même, il ne faudrait pas que ce soit trop informatique. Et ça tombe bien puisque c'est justement ce dont on ne va pas parler aujourd'hui. On ne va pas parler d'informatique, on va plutôt regarder ce qui fait de chacun d'entre nous, ici dans cette pièce, des composants du système d'information qui sont susceptibles de subir des attaques et donc de constituer une menace pour sa sécurité. L'information, c'est ce qui nous relie, que ce soit des variations chimiques entre des cellules ou des signaux électriques entre des machines. Des informations sont échangées depuis la nuit des temps. Ces informations, elles peuvent être regardées de fait comme à la base de toute interaction, que ce soit des interactions entre des cellules, entre des machines ou entre des personnes. Et plus particulièrement, on parlera alors d'un système d'information. Là, ça y est, le gros mot est lâché. Un système d'information peut être vu comme un ensemble organisé de ressources numériques et humaines permettant d'acquérir, traiter, stocker et communiquer des informations. Si bien qu'un système d'information ne se réduit pas au système informatique, il comprend des personnes, des technologies des personnes et des technologies, puisque nous sommes tous des composants du système d'information. Là, on est dans un système d'information. Je suis en train de vous diffuser des informations. Et ces informations, eh bien, vous agissez tous comme des composants. Vous êtes en train de les acquérir, de les traiter, de les stocker peut-être et de les communiquer. Bref, on est dans un système d'information là. Mais alors, dans les entreprises, dans les organisations, si nous sommes tous des composants du système d'information, nous sommes tous, au même titre que n'importe quel ordinateur ou n'importe quelle technologie, des points d'entrée qui sont susceptibles de constituer une menace pour le système d'information. Et cette menace, on va voir, elle ne date pas d'aujourd'hui, d'où l'objet de cette conférence, du cheval de Troie au phishing, sécurité et menace intérieure. Là, j'ai remis le titre à l'origine de la conférence, sécurité et menace intérieure. Quand on en a discuté avec Cécile, on a trouvé que c'était peut-être pas assez sexy, j'en sais rien. Bref, les goûts et les couleurs. Quoi qu'il en soit, à nouveau à tous, bonjour et merci pour votre présence. Un exposé en deux grandes parties. D'abord, ce qu'est un système d'information et ce que font ses composants. Qu'est-ce qu'il y a comme technologie et pourquoi on a déployé ces technologies, à quelle fin. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce système d'information en tant qu'être humain? Qu'est-ce qui nous différencie des technologies? Après quoi, la menace intérieure, ou plutôt les menaces intérieures, avec une proposition de catégorisation, ce qui est de l'ordre de l'accidentel, ce qui est de l'ordre de l'intentionnel et ce qui est de l'ordre du malveillant. Alors, dans la mythologie grecque, quand Thésée part combattre le Minotaure, son père Égée lui demande, s'il revient victorieux, de remplacer les voiles noires de son navire par des voiles blanches. Ici, vous avez un extrait de Ariane abandonnée par Thésée et consolée par Bacchus, détail de la mort d'Égée. Et pour l'ambiance, j'ai mis des fragments vocaux de Contra Polynopolis, notation vocale sur papyrus au IIe siècle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Thésée, il allait combattre le Minotaure, et puis il a abandonné Ariane, qui pourtant l'avait aidé avec son fil. Il a oublié de substituer les voiles noires de son navire par des voiles blanches. Résultat, son père a cru qu'il était mort, il s'est suicidé en se jetant dans la mer qui porte son nom depuis, la mer Égée. Tout ça pour dire que Thésée et Égée étaient les composants d'un système d'information, et ils étaient censés communiquer au travers d'une procédure qui était bien établie. Dans cette première partie, on va regarder quelles technologies ont été déployées par les hommes pour supporter les systèmes d'information. Dans un premier temps, afin de réduire les temps de transmission des informations, après quoi, afin de réduire les temps de traitement des informations, et enfin, afin de massifier les quantités d'informations. On retrouve les trois grandes révolutions en système d'information. D'abord, réduire les temps de transmission, réduire les temps de traitement et massifier les quantités d'informations. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, le grec Polybe met au point un système permettant d'échanger en quelques minutes
des messages, alors que plusieurs heures de course à cheval auraient été nécessaires pour transmettre ce message auparavant. Le système, il est là. Il y a un opérateur qui abaisse ou qui lève des torches derrière deux murs, et ça permet de représenter un codage sur l'alphabet grec. Donc le nombre de torches sur le premier mur correspond à la ligne, et le nombre de torches sur le second mur à la colonne. Ici, une torche, première ligne, deux torches, deuxième colonne, c'est un bêta qui est représenté. Bien souvent, ce sont des motivations militaires qui ont poussé les hommes à déployer des technologies pour améliorer les systèmes d'information. Mais ces technologies ne nous servent pas toujours. Il arrive qu'elles nous donnent parfois un sentiment trompeur de sécurité. J'entends, par exemple, dans le cas de Polybe, le messager à cheval. Auparavant, il fallait lourdement sécuriser la transmission du message. Avec le système de Polybe, ce n'est pas le cas. Pourtant, il y a une faille qui est évidente quand on la connaît, c'est que tout le monde peut lire le message ici. Cette conscience de la faille de sécurité, elle n'est pas naturelle parce que le médium de communication, moyen de communication, n'est pas naturel ici. Communiquer par la voix, en face à face, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis qu'on est tout petit, et on sait le sécuriser, on sait s'il faut fermer une porte avant une discussion sensible, s'il faut regarder derrière soi s'il y a quelqu'un avant de parler de quelque chose de sensible. Mais dès lors qu'il est supporté par un artefact, par des technologies ou par des machines, un système d'information présente des failles de sécurité auxquelles nous ne sommes pas naturellement éduqués. Et ça, c'est quelque chose qui est grave, qui est très grave. Aujourd'hui, plus de 200 milliards de mails sont échangés par jour dans le monde. Et je pense qu'on s'est tous déjà entendu dire « bon, envoie-moi un mail ». Sauf que dès lors qu'on introduit une technologie dans le système d'information, on introduit aussi des failles auxquelles nous, en tant qu'humains, ne sommes pas naturellement éduqués. Très vite, Polybe, il a perfectionné son système avec un mot de passe. On commençait par remplir le tableau avec les lettres de ce mot de passe et on complétait avec le reste de l'alphabet. Alors, des documents attestent de l'existence comparable à celui de Polybe chez tous les peuples anciens du monde. On pense par exemple à l'armée, avec l'armée romaine, qui, le long de ses voies, les fameuses voies romaines, avait mis des tourelles d'observation avec un système de transmission d'informations par torche. On peut aussi penser à la Grande Muraille de Chine, avec des foyers qui permettaient, par des signaux de fumée, de signaler des attaques ou des retraites de troupes ennemies. On peut penser aussi aux Indiens, avec leurs signaux, les Indiens d'Amérique, avec leurs signaux de fumée. Au Moyen-Âge, l'Europe elle a oublié tous ces systèmes et il faut attendre le XVIe et le XVIIe siècle avec les progrès de la physique pour voir ressurgir cette idée de transmettre des informations à grande vitesse. En France, l'Académie royale des sciences écrira en 1705 qu'un tel système, ça pourrait consister à disposer dans plusieurs postes consécutifs des gens qui, au moyen de lunettes de longue vue, ayant aperçu un certain signal, les retransmettraient à des postes suivants. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que le télégraphe des frères Chappe soit opérationnel en France et constitue le premier réseau de télécommunications d'envergure nationale. Une information pouvait être transmise de Paris à Marseille en quelques heures. On est à la fin du XVIIIe siècle. Alors, Révolution française oblige, les messages étaient surtout des dépêches militaires, même si dans les années 1833-1834, il y a des réseaux clandestins qui ont été démantelés, puisqu'il y avait des hommes d'affaires qui voulaient disposer d'un réseau de télécommunications à des fins commerciales. Si bien qu'en 1837, l'Assemblée nationale en France fait voter une loi qui accorde le monopole de la transmission d'informations par télégraphe ou par toute autre technologie à venir à l'État et pour 150 ans. Donc ça, c'était en 1837 et c'était le monopole des PTT en France. Ce qui était très fort, c'est que c'était la transmission d'informations par télégraphe ou par toute autre technologie à venir pour 150 ans. Le télégraphe devient électrique, puis le téléphone, avec à chaque fois cette question que nous devons garder à l'esprit. Ces technologies permettent d'échanger des informations, certes, mais comment va-t-on assurer la sécurité des systèmes d'information qu'elles supportent ? En particulier, de par la présence de personnes dans ces systèmes d'information, des personnes qui sont des composants du système, tout comme les technologies, à ceci près que les personnes peuvent avoir un comportement irrationnel. En effet, quand c'est pour l'armée, les procédures sont strictes, elles sont bien définies, mais la révolution industrielle est allée de pair avec une libéralisation des moyens de communication dans la seconde moitié du XXe siècle. Le système d'information intègre donc bien une composante humaine, mais aussi, et de plus en plus, une composante technologique.
signaux de torche, signaux de fumée, télégraphe, télégramme, téléphone. Ces artefacts qui sont faits avec art, qui sont faits par l'homme, qui sont autant d'objets déployés par les hommes, ces artefacts visaient alors à réduire les temps de transmission des informations. Et ce fantasme de technologie qui nous permettent de communiquer en face à face, mais tout en étant à distance, ce fantasme ne date pas d'hier, comme en témoigne cette illustration de 1910. En l'an 2000, correspondance cinéma-phonotélégraphique. Donc là, on imagine bien monsieur dans son cabinet à Paris qui échange avec madame en villégiature à Deauville, vision de l'an 2000, en 1910. Correspondance cinéma-phonotélégraphique. Donc en bref, le système d'information, des technologies et des personnes, et jusqu'à la fin du XIXe siècle, les technologies dans le but de réduire les temps de transmission des informations. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Les États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, la Constitution de 1797, elle prévoit que tous les 10 ans, les personnes libres et les esclaves doivent être recensés. Sauf qu'en 1790, la jeune nation des États-Unis, c'est 3,9 millions de personnes. En 1890, les États-Unis, c'est devenu 76 millions de personnes. En 1790, le rapport de recensement il faisait 56 pages. En 1890, le rapport de recensement il faisait 26 408 pages. C'est comme ça pour le recensement des États-Unis, mais c'est comme ça partout en fait. Le début du XXe siècle a vu les informations d'ordre comptable, d'ordre administratif, commercial, financier, etc., augmenter partout de par le monde, allongeant de fait les temps de traitement, puisque tout était fait à la main. Donc pour en revenir au recensement américain, il y a un certain monsieur Hollerith qui a proposé au Congrès de faire appel à sa compagnie, à son entreprise, la Tabulating Machine Company, pour accélérer le recensement américain de 1890. Et le traitement des données se faisait au travers du traitement de cartes perforées. Là, j'ai mis une carte perforée Hollerith de l'époque, avec un codage qu'on imagine traduisant des informations comme l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le sexe, le nombre d'enfants, etc., etc. Ça peut paraître primitif par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où Google sait partout où on est, notre banquier sait qu'est-ce qu'on a consommé, et la Sécu sait quelles sont les prescriptions qu'on a eues. Donc, ça peut paraître primitif aujourd'hui, mais déjà à l'époque, il y avait de nombreuses interrogations sur l'éthique de tout ceci, puisqu'on est en train de réduire le traitement de données personnelles au traitement d'un objet, d'une carte perforée qui est détachée de cet individu. Nombreux sont les experts qui estiment que les tabulatrices Hollerith ont permis au régime nazi de recenser et de déporter des millions de juifs. Ici, vous avez la première page du Scientific American en 1890. Donc on voit un opérateur ici sur la gauche qui est en train de manipuler une tabulatrice. Donc il abaisse un levier et en fonction du codage sur la carte, il y a des ressorts qui viennent dans un liquide transmetteur pour incrémenter les compteurs qu'on voit en haut. Sur la droite, la même personne, ou la même moustache, disons, quelqu'un qui est en train de perforer les cartes. Un peu plus bas, on voit là, même une femme peut manipuler une tabulatrice. Et tout en bas, The New Census of the United States, le nouveau recensement des États-Unis d'Amérique. Au début du XXe siècle, Hollerith veut donner une dimension plus internationale à son entreprise qui décide de renommer en International Business Machines Corporation, c'est IBM. Et encore très récemment, en informatique, on utilisait les cartes perforées. Ici, j'ai mis une carte perforée IBM des années 80. Alors, depuis les années 1920, un peu partout dans le monde, les manufactures ont commencé à collecter et à traiter des informations, de plus en plus d'informations, en utilisant des tabulatrices à cartes perforées. Et ceci afin de réduire les temps de traitement, cette fois. Et en 1949... 1949, l'entreprise britannique agroalimentaire J. Lyons est la première au monde à utiliser un ordinateur, un programme enregistré pour supporter son système d'information. Ici, vous avez le pupitre de commande et vous avez entendu un enregistrement d'époque de la bête, si je puis dire. J. Lyons avait aucune expérience en électronique, n'avait aucun département de recherche et développement, mais au sortir de la guerre, cette entreprise elle a très vite compris qu'elle était en train de rentrer dans un marché de masse concurrentiel et qu'elle allait devoir optimiser ses transactions. Donc ils se sont rapprochés de l'université
de Cambridge pour leur poser des problèmes. Est-ce que vous êtes capable de prédire l'impact sur notre profit global de la diminution de la production de 10% de chocolat, par exemple? C'est le problème qui était énoncé par l'entreprise à Cambridge, et Cambridge a dû concevoir un ordinateur pour répondre à ces problèmes, et après quoi l'entreprise britannique Gillian Lion s'est approprié cet ordinateur, qui est devenue la première entreprise au monde à utiliser un ordinateur à programme enregistré. Et donc pour la première fois, on peut dire qu'un système informatique supporte un système d'information. Et en parlant de système informatique, là, on va regarder quelques extraits d'une vidéo de 1968, quand Douglas Engelbart, qui est chercheur au Center Research Institute de Stanford, fait la démonstration en grande pompe d'un système informatique, donc matériel et logiciel, en grande pompe, devant 1000 personnes. Là, j'ai mis la pancarte Monday Afternoon. Ce système... Peut-être couper le son. Ce système, c'est la première utilisation d'une souris et de liens hypertextes dans l'histoire. Donc là, vous avez vu plus ou moins la souris bouger, plus ou moins le curseur se déplacer. Donc la première utilisation d'une souris et de liens hypertextes, en cliquant dans un texte du fichier, et on arrive à accéder à une autre zone ou à un autre texte, c'est ça l'hypertexte. Ce système, il permet également à deux personnes qui se trouvent dans des endroits différents, et c'est la même démonstration, le même jour en tout cas, elle permet à deux personnes de travailler simultanément sur un même fichier, de partager un écran, de communiquer par la voix et par la vidéo, et tout ceci en 1968. Si bien que les systèmes informatiques dans les entreprises, de plus en plus, ils vont supporter le système d'information, supporter au sens anglo-saxon, ils soutiennent le système d'information. Mais l'informatique, c'est que le traitement automatique des informations. Informatique, c'est information automatique. Quand bien même ça permet de traiter, d'accélérer les temps de transmission, d'accélérer les temps de traitement d'informations, quand bien même elles sont de nature différente, texte, vidéo, images, eh bien, ça ne reste que le traitement automatique d'informations. Et un peu partout, depuis les années 60-70, du fait de cette augmentation des systèmes informatiques pour supporter les systèmes d'information, il y a une confusion qui vient s'installer entre le système informatique et le système d'information. Sauf que le système informatique, c'est que information automatique, et le système d'information, il comprend des personnes, il comprend des individus qui sont des composants de ce système d'information. Donc le système d'information des technologies et des personnes est, jusqu'au milieu du XXe siècle, des technologies afin de réduire les temps de transmission. Non, les temps de traitement. Alors qu'est-ce qui va se passer après, depuis le milieu du XXe? Parce que quand on voit ça, on se dit, il ne s'est rien passé depuis 1968. Finalement, ça c'est un peu notre Skype, notre Office 365 d'aujourd'hui. Mais il y a quand même une évolution majeure qui doit être prise en compte, c'est qu'ici, il y avait 2 personnes et un fichier. Aujourd'hui, il y a des milliards de personnes et des milliards de fichiers. Là, une représentation de l'ARPANET en 1977 pour Advanced Research Project Agency Network, donc un réseau qui servira de base à l'Internet. On retrouve les principales universités américaines, Stanford, Harvard, on retrouve aussi le Pentagone. 1977, et là une représentation de l'Internet en 2015, où chaque ligne correspond à un échange de données entre 2 adresses IP. Donc ces figures, quand on les met l'une à côté de l'autre, elles montrent bien la massification des informations dans les systèmes depuis la seconde moitié du XXe siècle. On parle de massification des quantités d'informations. Donc le système d'information des technologies et des personnes est, depuis le milieu du XXe siècle, et aujourd'hui encore, des technologies pour massifier les quantités d'informations qui sont transmises et qui sont traitées. Alors ces évolutions, elles sont allées de pair avec les usages qui sont faits des technologies, notamment les personnes, et la menace intérieure qu'elles peuvent constituer. Un moine copiste et sa plume avant l'invention de l'imprimerie, un cadre et son téléphone dans les années 30, ou n'importe qui aujourd'hui, en fait, on est dans le système et on constitue un point d'entrée qui est susceptible d'être attaqué, qui est susceptible de constituer une menace intérieure. Mais alors comment fonctionne-t-on finalement? Qu'est-ce qui nous différencie de ces technologies, nous qui sommes également des composants du système d'information? Comment fonctionne-t-on et qu'est-ce qui nous différencie des technologies?
Bien, nous sommes des composants, mais nous sommes des composants interprétants. Et cette notion d'interprétation, elle est centrale en knowledge management, en management des connaissances. Et elle se retrouve tout au long de 3 postulats autour desquels cette partie va être structurée. Tout d'abord, la connaissance n'est pas un objet, c'est le résultat de l'interprétation par un individu d'une information. La connaissance, elle est reliée à l'action, elle est nécessaire pour réaliser des processus qui, à leur tour, créent des connaissances. Et dans l'organisation, il existe 2 catégories de connaissances, les connaissances tacites, qui sont dans notre tête, et les connaissances explicitées, qui peuvent être formalisées sur des supports. C'est Polanyi, le premier, qui a noté que nous savons plus que nous ne pouvons dire, ce chercheur américain, we can know more than we can tell. Et ce que nous savons, mais que nous ne savons pas forcément dire, eh bien, ce sont nos connaissances tacites. Elles sont dans notre tête, elles sont difficilement exprimables. Pour Tsuchiya, un chercheur japonais au début des années 90, la connaissance, elle résulte de l'interprétation par un individu d'une information. Et constamment, nous sommes en train d'interpréter des informations. En ce moment, par exemple, je vous diffuse des informations par voie orale ou par voie visuelle, et chacun d'entre vous, vous recevez ces informations que vous allez interpréter. Je possède une connaissance tacite que je structure puis transmets en l'explicitant au travers d'informations que vous allez absorber et interpréter pour créer votre propre connaissance tacite. Et cette interprétation, elle est faite au travers d'un schéma d'interprétation, ici, ce travers. Un schéma d'interprétation, on parle aussi de modèle mental. Donc, au travers de mes schémas d'interprétation, je donne un sens aux informations que je crée pour partager mes connaissances, sense giving, et chacun d'entre vous, au travers des informations que vous percevez et que vous interprétez, eh bien, vous allez lire un sens pour créer vos connaissances, sense reading. Et ça, c'est le cœur de ce postulat, parce que ce qu'il y a dans les livres, ce qu'il y a dans les machines, dans les ordinateurs, eh bien, c'est ça, c'est cette connaissance explicitée, cette information qui est au centre de la figure, là. Mais ce avec quoi on travaille, ce qui permet d'élaborer des choix, ce qui permet de décider, ce qui permet d'agir, finalement, eh bien, c'est ça, ce sont nos connaissances tacites, celles qui sont dans notre tête. Donc la connaissance est le résultat de l'interprétation par un individu d'une information. Cette interprétation, elle se fait au travers d'un schéma d'interprétation. Et ce schéma d'interprétation, eh bien, il amène à créer du sens. Ce sens, il peut varier d'une personne à l'autre. Donc quand on parle de connaissance, on parle de cette interprétation qui est relative aux individus, à leur schéma d'interprétation. On parle d'une interprétation qui est relative à notre vécu, à notre bagage académique, à notre culture, à notre passé, à nos expériences passées notamment. Le mot entretien, par exemple, c'est une information, mais ce mot peut avoir des sens différents en fonction de la personne qui le reçoit. Là, un garagiste pensera à l'entretien, c'est la maintenance, mais dans les ressources humaines, par exemple, un entretien d'embauche. Ça, c'est un cas d'école ici, mais c'est pareil dans la vraie vie. La connaissance n'est pas un objet, elle résulte de l'interprétation par un individu, par chacun d'entre nous, d'une information. Cette interprétation, elle peut différer d'un individu à l'autre en fonction de ces schémas d'interprétation. Le second postulat, eh bien, c'est que de l'opérateur sur la chaîne de montage au manager dans la salle de réunion, ils sont tous en train de réaliser un processus et tous donc ont besoin de connaissances. Ils ont besoin de connaissances pour agir, mais aussi quand ils agissent, ils créent des connaissances. Ça, c'est un postulat qui vient de la tradition intellectuelle japonaise et notamment de la philosophie de formation des samouraïs, où il était question du fait que la connaissance, elle se crée dans l'action. Elle se crée quand on agit, quand on interagit avec l'environnement qui nous entoure, avec la nature, par opposition à toute la tradition intellectuelle occidentale qui est plutôt de rechercher les connaissances dans les écrits. Enfin, le dernier postulat, eh bien, ce sont toujours les Japonais, Nonaka Takeuchi en 1995, ils considèrent que ce que l'on peut expliciter ne constitue que la partie émergée de l'iceberg, d'où l'importance de ne pas négliger les connaissances tacites. Pour eux, ces deux catégories de connaissances sont complémentaires. Les connaissances explicitées, c'est un mail, une note de procédure, c'est écrit. Connaissances tacites, c'est comment on va faire du vélo, comment est-ce qu'on va travailler efficacement. C'est quelque chose qui s'acquiert avec la pratique, mais qu'il ne faut pas négliger. Donc il y a des connaissances qu'on a, d'autres que l'on a sans même en avoir conscience. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir comment ces 3 postulats sont liés à la façon dont on fonctionne, nous, dans les systèmes d'information, mais aussi et surtout à la façon dont on peut constituer
une menace intérieure pour la sécurité des systèmes d'information. On l'a vu, communiquer est naturel pour l'homme, et depuis la nuit des temps, on a déployé des technologies pour ce faire. Et souvenez-vous des révolutions dont on a parlé tout à l'heure concernant les technologies. C'était quoi ces révolutions? La première, on réduisait les temps de transmission. Après quoi? Les temps de traitement. Et la dernière? La massification. Hein. La massification, depuis la seconde moitié du XXe siècle. Mais merci quand même. Donc depuis l'informatisation des systèmes d'information dans la seconde moitié du XXe siècle, la façon dont on voit les systèmes d'information, elle est focalisée sur les technologies, sur les artefacts, sur les objets, sur les ordinateurs. La façon dont on voit les systèmes d'information, elle est focalisée sur les logiciels, et sur ces artefacts, sur tous ces objets. Là, j'ai mis le projet iPhone en 83, et puis le dernier iPhone Premium Plus en date. L'informatique est partout, l'information est omniprésente. Et depuis les années 80, la façon dont on a pensé la sécurité des systèmes d'information, eh bien, elle s'est focalisée sur les technologies, cryptographie, disponibilité, intégrité, confidentialité, authentification, etc., etc., etc. Sauf que l'informatique, elle est sûre. Enfin, en tout cas, on observe dans les organisations, depuis le début des années 2000, que la composante numérique des systèmes d'information dans les entreprises, elle est de moins en moins attaquée. Elle est de moins en moins attaquée parce que attaquer un ordinateur, eh bien aujourd'hui, c'est devenu tellement compliqué que c'est devenu un exercice intellectuel, un exercice technique, un challenge un peu personnel. La menace, elle est plutôt à l'extérieur des organisations. Les organisations qui ont établi des pare-feux, qui sont devenus vraiment performants. La menace, elle n'est plus tellement sur les ordinateurs, qui sont devenus trop complexes à attaquer. La menace, elle peut être humaine et elle peut être intérieure. On est en 1992 quand Losch et ses collègues établissent une cartographie des menaces qui ciblent les systèmes d'information. Pour eux, il y a les menaces extérieures et les menaces intérieures. Et dans cette cartographie, dans chacune de ces catégories, on retrouve les menaces humaines et les menaces non humaines, les menaces intentionnelles et les menaces non intentionnelles, avec à chaque fois les mêmes conséquences, divulgation d'informations qu'on va pouvoir monnayer par exemple, modification d'informations à son avantage, destruction d'informations contre le non-paiement d'une rançon, ou alors encore déni de service en empêchant d'accéder aux ressources. En regardant ça, 1992, il y a 25 ans, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est strictement pareil. Sauf que, en 2013, deux chercheurs ont ajouté un petit quelque chose, un petit élément qui ne change pas grand-chose, mais qui finalement change tout. Eh bien, c'est la malveillance. Si bien qu'une menace intérieure, elle peut être intentionnelle et non intentionnelle, mais elle peut aussi être malveillante et non malveillante. Et ce sont ces deux dimensions qu'il faut considérer quand on regarde les menaces intérieures qui ciblent la sécurité des systèmes d'information. On ne va pas regarder pareil une menace non intentionnelle, quelqu'un qui n'a pas fait exprès, qu'une menace intentionnelle et malveillante, quelqu'un qui a fait exprès et qui avait la volonté de nuire. On ne va pas regarder pareil une menace intérieure intentionnelle et malveillante, quelqu'un qui a fait exprès et qui voulait nuire, et une menace intérieure intentionnelle et non malveillante, quelqu'un qui a fait exprès mais qui ne voulait pas nuire. Dans la suite de l'exposé, on va présenter chacune de ces menaces. Là, vous voyez, on retrouve bien ces trois catégories, ce qui est de l'ordre du non intentionnel, ce qui est de l'ordre de l'intentionnel non malveillant et ce qui est de l'ordre de l'intentionnel malveillant. Et je commence ici avec un petit exemple. Tous les exemples sont des cas réels qui ont fonctionné. Donc on est tard le soir, dans une grande entreprise, et puis il y a dans un bureau, il y a un téléphone qui sonne. Au bout du fil, on annonce, c'est la reprographie. Bonsoir, ici la reprographie, on a votre nouveau répertoire de numéros de test, mais pour des raisons de sécurité, on ne peut pas vous l'envoyer tant qu'on n'a pas reçu l'ancien. Ah, de numéros de test? Ah. Bah ouais, le type qui livre est en retard, si vous voulez bien laisser l'ancien à votre porte, il peut faire un détour, le prendre et laisser le nouveau avant de continuer sa tournée, et puis c'est réglé. Ok, pas de problème.
L'employé qui a décroché, il va prendre l'ancien répertoire de numéros de test, le mettre dans une enveloppe où il va écrire confidentiel à détruire, en grosses lettres rouges, puis le mettre sur la porte, le pas de la porte de son bureau. L'attaquant n'a plus qu'à passer le récupérer en vérifiant qu'il n'y a personne qui va le voir. Donc c'est grossier, mais ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas toujours, mais ça peut fonctionner. Un autre exemple où ça ne fonctionne pas toujours, mais où ça peut fonctionner, ce petit email. Bonjour, je vous envoie les détails de notre contact. Le montant du dépôt, 32 millions de roubles et 0 copec pour une période de 366 jours jusqu'au terme de l'année de contribution. Cordialement, Sergei Kuznetsov. Voilà un exemple de mail de spear phishing qui a fonctionné. Avec ce genre de mail, en 2 ans, les attaquants ont dérobé entre 300 millions et 1 milliard de dollars. 300 millions, 1 milliard de dollars, c'est une étude de 2015 sur la période de 2013-2015. Un simple email, il n'y a pas de compétences techniques particulières, pas d'armes, pas de braquage. Un simple email, ça c'est un mail qui a fonctionné. Donc ça ne fonctionne pas toujours, mais ça peut. J'ai parlé de spear phishing, mais avant j'aurais dû vous parler de phishing et de freaking. Le freaking, c'est les arnaques au téléphone, phone et freak. Phone, téléphone et freak, c'est bizarre et étrange. Le phishing, c'est du freaking auquel on a rajouté le phishing. Donc on fait une arnaque, mais avec de la pêche au gros, quoi. Et le spear phishing, c'est du phishing dans lequel on a rajouté un harpon, spear. Un harpon, le mail, il vous est destiné. On est en train de vous persuader que le mail s'adresse à vous. Je pense par exemple à Dauphine, et puis aux nombreux mails qu'on a reçus nous demandant de s'identifier. Les francophones, surtout au Canada, disent plutôt hameçonnage et harponnage. Donc dans le premier cas, on est en train de jeter des lignes à tout va, le phishing, alors que dans le spear phishing, on est vraiment avec un harpon en train d'essayer de vous convaincre. Ce mail, il s'adresse à vous, il est personnalisé. Et bien avant les ordinateurs, ces techniques étaient utilisées. On parle d'ingénierie sociale ou de manipulation sociale. Le manipulateur social, c'est un attaquant qui va cibler un utilisateur légitime duquel il obtient un moyen direct ou indirect de pénétrer dans le système. Et l'utilisateur légitime, c'est nous. On constitue une menace intérieure non intentionnelle dès lors qu'on n'est pas attentif aux informations qu'on perçoit, les informations qu'on reçoit, qu'on perçoit et qu'on interprète. Souvenez-vous le premier postulat. À partir des informations qu'on reçoit, on va lire un sens. À savoir si cette information, on va la voir comme une tâche supplémentaire dans notre activité quotidienne ou si on va détecter une tentative d'attaque. Des recherches qu'on est en train de mener actuellement avec le laboratoire expérimental de Dauphine visent à comprendre à partir d'un mail ce qui constitue les éléments de confiance et de défiance. Et là, il est bien question d'interprétation. D'ailleurs, vous êtes tous invités, comme je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui, vous êtes tous invités à prendre part à cette étude. Donc faites-moi signe ou envoyez-moi un mail. Alors le mail, oui, mais c'est pareil s'il y a un livreur, un soi-disant livreur avec un soi-disant paquet qui arrive et qui vous demande d'ouvrir une porte avec un badge. De façon non intentionnelle, nous pouvons constituer un point d'entrée susceptible d'être attaqué et constituer une menace intérieure pour le système d'information. Dans les entreprises, c'est la formation et la sensibilisation qui apparaissent comme des réponses, à Dauphine aussi, pour générer une prise de conscience chez les employés. Mais ces démarches vont montrer leurs limites quand la menace est intérieure, intentionnelle et non malveillante, ce que l'on va voir maintenant. Pour fonctionner, chaque organisation instaure des règles. Et ces règles, à terme, on peut finir par les voir comme autant de contraintes qui ralentissent notre travail. Des contraintes qui ralentissent notre activité quotidienne, nous amenant à les contourner. Les contournements, ce sont des actions délibérées d'employés qui s'opposent aux instructions de fonctionnement d'une organisation parce qu'elles alourdissent leurs tâches quotidiennes. Donc dès lors qu'une instruction devient trop compliquée ou qu'elle me ralentit, je vais trouver le moyen de faire autrement. C'est-à-dire que si j'ai des pressions stratégiques, pour être efficace par exemple, et si je suis confronté en même temps à des contraintes sur le terrain, d'un comportement de sécurité, je vais aller vers un comportement de productivité au travers de ces contournements. Ici, je mets un exemple caricatural de contournement. Là, cette fiche, elle n'est pas faite pour aller dans cette prise, mais par un contournement, on peut trouver le moyen de l'utiliser. Ici, on voit bien comme
les contournements sont tout à la fois des comportements d'innovation. Finalement, c'est une bonne idée. On va pouvoir brancher l'appareil. Mais en même temps, des comportements risqués. Finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. Et dans une entreprise, c'est pareil. On peut avoir un mot de passe compliqué qu'on va devoir saisir toutes les 10 minutes. Mon mot de passe compliqué, s'il est vraiment trop compliqué, je vais le noter sur un post-it, puis je vais le coller sur mon écran. Ou alors, toutes les 9 minutes, je vais demander à mon collègue de bouger ma souris pour ne pas avoir à me reconnecter. Sauf que, souvenez-vous, le second postulat, la connaissance, elle est reliée à l'action. Quand j'agis, je crée des connaissances. Et ces contournements sont autant de comportements de création de connaissances. C'est des actions qui, finalement, ont créé des connaissances. C'est des sources d'innovation et des sources aussi de risques. Des recherches qu'on est en train de mener actuellement avec des confrères canadiens visent à comprendre comment on va pouvoir utiliser les contournements qui, de toute façon, sont inévitables. Comment on va pouvoir les utiliser pour capter les connaissances qui y sont générées et concevoir de meilleures politiques de sécurité des systèmes d'information. Donc, de façon intentionnelle, mais non malveillante, nous pouvons constituer une menace intérieure pour la sécurité des systèmes d'information, intentionnellement, mais sans volonté de nuire. Et dans les entreprises, la dissuasion apparaît comme une réponse. On va faire de l'affichage. Ne mettez pas votre mot de passe sur un post-it ou ne donnez pas vos identifiants à quelqu'un. Mais ces démarches montrent leurs limites quand la menace devient intentionnelle et malveillante. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et là, c'est vraiment la hantise des DSI, des directions des systèmes d'information. C'est l'utilisateur qui a des accès privilégiés, qui connaît les procédures de l'entreprise et qui agit intentionnellement et qui, en plus, veut nuire. En 1978, il y a un certain Stanley Rifkin qui est consultant à la Security Pacific National Bank, où il travaille au développement d'un système automatique de sauvegarde des données qui sont dans la salle des virements. Donc quand je présente ce cas aux étudiants, la plupart du temps, c'est « Monsieur, mais les années 70, c'est l'âge de pierre en informatique ». On va voir. Donc Stanley il connaît bien les procédures, notamment les procédures de virement. Tous les matins, les préposés de banque reçoivent un code et ils vont utiliser ce code pour appeler la salle de virement informatique qui va ordonner les virements informatiques en demandant ce code. La plupart du temps, ce code, il le note sur un post-it. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà vues dans vos bureaux, c'est des choses observées là, dans les organisations. On voit comme déjà, on n'est plus tellement à des années-lumière de ce qui se faisait dans les années 70 aujourd'hui. Alors ici, il y a un peu une pub pour voir l'ambiance dans les années 70. Donc un matin, notre Stanley il fait une visite dans la salle des virements, soi-disant pour vérifier que son système automatique de sauvegarde est bien coordonné avec les autres systèmes, que tout fonctionne très bien. Et c'est comme ça, il y a des gens qui répondent au téléphone et de tous les postes téléphoniques sont envoyés des ordres de virement pour plusieurs milliards de dollars chaque jour. Donc soi-disant, il est là pour prendre des notes, regarder que tout fonctionne bien. En fait, ce qui l'intéresse, c'est les post-it. Il va trouver un post-it, il va l'apprendre par cœur et puis continuer son petit tour et sortir. Et quand il sort, il se dit « bingo, j'ai gagné ». Il descend directement dans le hall du bâtiment, à une cabine téléphonique, et là, il appelle la salle des virements en se faisant passer pour un membre du service international de la banque. « Bonjour, ici Mike Hansen de l'International. Bonjour, quel est votre numéro de bureau ?» Ça, c'est une information publique, le numéro de bureau. Le 286. Ok, j'ai besoin du code de sécurité. Pas de problème, il l'avait lu sur le post-it, il le connaît, ce code. 4789, il me faudrait un virement de 10 200 000 $ à prélever à la Irving Trust Company de New York pour la Worth-Handelsbank de Zurich. Très bien, j'ai besoin du numéro de convention interétablissement. Et là, il se met à transpirer. Ça, il l'a pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il bluffe. C'est-à-dire? Il en donne un? Non. Je pense pas, Comment il va faire, à votre avis, pour se sortir de ça? Il peut essayer de contourner en disant écoutez, on ne m'a pas donné dans la procédure, on ne m'avait pas communiqué de numéro de convention interétablissement. Ouais. Pardon? J'ai perdu mon post-it. J'ai perdu mon post-it. Actuellement. Contourner le processus, moi je dis. Une autre idée? Oui? Il simule une urgence. Une urgence? Ouais, ça pourrait. Ouais, pas bête. Il lui met la pression en disant que c'est urgent. Ouais, c'est la même idée. Ouais, l'urgence, ça fait partie des techniques. En fait, il dit laissez-moi vérifier. Je vais vous rappeler. Il raccroche. Il remonte. Oui.
enfin pas exactement, mais il appelle un autre service de la banque, et cette fois il dit je suis la salle des virements, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de convention interétablissement? Puis on lui donne le numéro, il rappelle, il confirme. Quelques jours plus tard, il s'envole pour la Suisse, et puis il achète pour 8 millions de dollars une poignée de diamants à des Russes. Il met cette poignée de diamants dans une ceinture à billets, et il retourne aux États-Unis. Et comme ça, sans ordinateur, sans armes, il a réalisé ce qui reste encore aujourd'hui le plus gros casse de l'histoire, 8 millions de dollars. Le compte sur la banque de Zurich était à son nom? Je ne saurais pas vous dire les détails. Parce que pour récupérer l'argent, il faut Ouais. être fondataire. Je ne saurais pas vous dire les détails. Mais dans tous les cas, ça a fonctionné. Donc il avait dû anticiper le coup. Vu que c'est connu, qu'on le sait maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur? Ça, c'est la bonne question, merci. C'est quoi la finalité? Alors, ce qui s'est passé pour lui après, c'est que, bon, je ne sais pas si on peut dire qu'il a mal joué ou bien joué, je ne sais pas. Il est retourné voir la banque, il a dit, bon, j'ai réussi. Est-ce que vous seriez prêt à m'embaucher pour que je sécurise davantage vos procédures? La banque, ok, pas de problème, très bien. Et son avocat l'a dénoncé au FBI, mais ils n'avaient pas assez d'éléments pour le coincer. Donc ils l'ont amené à recommencer, et quand il a recommencé, ils l'ont coincé. C'est comme ça que ça s'est terminé. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse ici, c'est que Stanley, il connaissait les procédures, il avait l'intention d'agir, et il avait l'intention surtout de nuire. Dès la fin des années 90, la littérature académique s'est intéressée à cette question de la menace intérieure intentionnelle et malveillante. L'attaque, elle peut être évitée si on la dissuade ou si on met en place des mesures préventives. La dissuasion, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, l'affichage. Les mesures préventives, ça va être de bloquer par exemple tous les ports USB ou alors d'empêcher l'ouverture de liens qui viennent de l'extérieur. Si par contre l'attaque est réussie, on va pouvoir la détecter des comportements anormaux, ou alors y remédier en restaurant une sauvegarde. Et quoi qu'il en soit, à chaque fois, des éléments nouveaux sont fournis pour une meilleure dissuasion. Et les démarches de dissuasion, ça ne date pas d'hier. Si on regarde par exemple cette affiche en sécurité sanitaire dans les années 40, les gremlins adorent vous jeter des choses dans les yeux, porter des lunettes de protection. Ici, une affiche de dissuasion dans une grande entreprise à la fin des années 90. Email inconnu rentrant. Ouvre-moi, ouvre-moi. Jamais. Les petits cochons n'ouvrent pas les mails d'inconnus. Donc si on met en regard ces deux affiches, on peut se poser la question de leurs limites. Il y a des cas dans lesquels ça ne fonctionnera pas. Repensez typiquement à Stanley de tout à l'heure. Il y a des cas dans lesquels la dissuasion est inefficace. Des recherches que nous avons menées dans les organisations, dans la littérature en criminologie, nous ont amené à retrouver, à identifier ce qui s'appelle des techniques de neutralisation. Ici, il y a une définition des techniques de neutralisation. C'est quand un attaquant justifie son comportement, si bien qu'il ne ressent plus ni culpabilité ni honte, il peut passer à l'acte. Donc là, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail vu l'heure qu'il est, mais quelques exemples de techniques de neutralisation. D'abord, le déni d'illégalité. Bon, ce n'est pas illégal. J'ai le droit de le faire. Le déni de responsabilité, c'est pas de ma faute, j'avais pas d'autre solution. Le déni de blessure, personne n'a été blessé. Le déni de la victime, ils l'ont bien mérité. Tiens, tac. Quoi d'autre? La condamnation des accusateurs, c'est intéressant, les années 50. Tout le monde est malhonnête de toute façon, cette banque c'est des voleurs, c'est bien fait, etc. Le dévouement supérieur, je ne l'ai pas fait pour moi-même, je l'ai fait pour un groupe auquel j'appartiens à ce groupe, c'était important pour eux, etc. Et enfin, les années 70, le métaphore du grand livre, j'ai fait tellement de choses bien dans ma vie. Alors pour une fois, ça fait 20 ans que je travaille là, pour une fois. L'utilisation de ces techniques de neutralisation, on considère qu'elles permettent d'anticiper l'intention d'un employé de passer à l'acte. C'est un excellent indicateur de l'intention de l'employé de passer à l'acte qu'on peut utiliser dans les entreprises. Des recherches que l'on est en train de mener actuellement visent à étudier la facilité de dissuasion. À savoir, il y a des attaques qu'on va pouvoir dissuader et d'autres que l'on ne pourra pas dissuader. On fait ça autour de 3 dimensions, toujours en prenant appui sur la littérature en criminologie. Et d'abord, il y a la motivation. Il peut y avoir des attaques qui sont expressives sur le haut de cet axe. Sur le haut de cet axe. L'attaque expressive, c'est qu'elles sont motivées par les émotions. Je déteste mon patron, je déteste cette entreprise. C'est des attaques expressives. Il y a aussi des attaques qui sont instrumentales. Elles sont motivées par une finalité.
Je veux de l'argent, je vais attaquer une banque. Il y a la vitesse avec laquelle l'attaquant passe à l'action. S'il va lentement, peut-être qu'il sera plus sensible à ce qui va peut-être lui arriver. Alors que s'il agit vite, sous l'impulsion, il va moins réfléchir à ce qui pourra lui arriver après. Enfin, peut-être plus délicat, mais l'engagement criminel, c'est-à-dire la mesure dans laquelle la personne a une vie de criminel, dans la mesure dans laquelle c'est un criminel. Si c'est quelqu'un qui, au quotidien, a un comportement de criminel, se comporte de manière criminelle, il sera moins sensible à la dissuasion que si c'est quelqu'un qui est un peu borderline ou qui n'est pas vraiment engagé d'un point de vue criminel. Si bien que si on a une attaque qui est plutôt motivée par l'instrument, par la finalité, qui se déroule lentement et qui est faite par quelqu'un qui a un faible engagement criminel, il sera possible facilement de la dissuader. Contrairement à une attaque de quelqu'un qui serait motivé par ses émotions, qui agirait rapidement et qui a un fort niveau d'engagement criminel. Ça, c'est un cadre qu'on est en train actuellement de confronter aux organisations et de tester dans les entreprises. Très bien, 14h. Donc avant de vous remercier pour votre attention, j'aimerais vous rappeler ce dont on vient de parler. Souvenez-vous de la diapositive du début. L'information, c'est ce qui nous relie. Et depuis la nuit des temps, nous avons déployé des technologies pour réduire les temps de transmission, pour réduire les temps de traitement et pour massifier les quantités d'informations. Les quantités d'informations dans les systèmes d'information, les systèmes dont nous sommes composants. Des composants interprétants, c'est cette interprétation qui est propre à chacun d'entre nous, qui nous permet d'agir dans l'entreprise, entreprise où il y a deux grandes catégories de connaissances. Ces connaissances, on peut les mobiliser pour détecter une attaque, comme pour avoir des comportements parfois innovants, parfois risqués. Et quand on atteint les limites de tout ceci, quand on se rend compte que ça ne fonctionne pas, on va se poser la question de savoir s'il y a des attaques qu'il est possible ou qu'il n'est pas possible de dissuader. Et ce, quelle que soit l'époque et la technologie. La vraie menace intérieure, c'est de négliger les spécificités des individus en tant que composants du système d'information. Merci pour votre attention. Avec plaisir. Merci. Par rapport à la fin de l'exposé, je me demandais si on pouvait établir des liens entre les formes de souffrance au travail dont on parle beaucoup aujourd'hui et des types de passages à l'acte autour d'opérations malveillantes qui seraient menées contre l'entreprise dont on fait partie. Est-ce qu'il y a une littérature là-dessus? Est-ce qu'on a quelques éléments de recherche sur cette question? Oui, en effet, la littérature, elle existe. Il y a une étude américaine, là, plutôt ancienne, il me semble. Laissez-moi vous retrouver les chiffres exacts. Qui a été menée auprès de... 2005, Kina et al. 2005, un échantillon de 49 attaques commises par des employés qui violent la politique de sécurité des systèmes d'information. Dans 83% des cas, l'employé avait une doléance relative à son travail. 83% des cas. Mais ça, c'était en 2005. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il en est aujourd'hui. Ouais. Oui. Une remarque, moi, dans mon entreprise... Attendez, il faut que vous soyez enregistré. C'est une question et une remarque. Moi, dans mon entreprise, on a tous les ans ou tous les 2 ans une credo survey dans lequel le groupe mesure le niveau d'engagement des employés. Est-ce qu'on peut le relier à ce genre de théorie ou c'est un niveau d'engagement plus général? Vous pensez à quel... Alors, il y a 2 engagements dont on est en train de parler ici. L'engagement... par rapport à la malveillance, mais bon, là, je pense que c'est l'engagement vis-à-vis de la société, mais peut-être qu'on peut le relier à l'engagement. Si le taux est bas, peut-être que le niveau de malveillance pourrait être plus élevé. Oui, c'est intéressant. J'y avais pas pensé. C'est pas le même engagement, là. J'ai tendance à dire que c'est un axe qui est opposé à celui-là, mais oui, probablement qu'il y a un lien à faire là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En tout cas, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Et puis, on se retrouve pour boire un petit café. Merci.